Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui abordons donc les enquêtes du département V Profanation de Mikael Norgard, seconde adaptation du diptyque issu des romans de Jussi Adler-Olsen, qui donc lui sort en salle, contrairement à Miséricorde qui était sorti donc sur les plateformes numériques, et qui pour le coup a d'autres ambitions, c'est clair et net. L'histoire donc, on suit à nouveau Karl Mork, sauf que il s'est écoulé pas mal de temps depuis le premier volet, et donc là on est quasiment sur la clôture du département V, et donc avant de clore ça, il va se pencher sur une dernière enquête, celle de Thomas et Marie, deux jeunes adolescents qui en 94 ont été assassinés par un groupe de jeunes, et donc il va essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé et quelle est la cause de ce meurtre. L'histoire donc, on est vraiment dans quelque chose de très noir et presque là complètement assumé dans la veine de Millennium, puisqu'on est sur la disparition de deux jeunes, rappelant un petit peu la disparition de la jeune femme dans Millennium, et donc vraiment on est sur une ambiance très noire, beaucoup plus noire que le premier film, qui là pour le coup était plus là pour instaurer l'ensemble, et là le deuxième film, donc Sale, est là vraiment pour construire quelque chose de vraiment intense, de vraiment glauque, et surtout de beaucoup plus profond dans sa réflexion. Évidemment, il n'y a pas les deux mêmes ambitions pour le film, donc on va éviter de trop les comparer. Donc dans l'ensemble, ce film-là qui sort en salle est plutôt bien, même très bien. Il est vraiment intelligent dans le sens où il respecte vraiment les codes du polar, mais où il va beaucoup plus loin dans l'idée où tout est glauque, tout est terriblement sombre. Il n'y a pas une lueur d'espoir qui se dégage de son métrage, et de ce point de vue-là, c'est vraiment très intelligent et très intelligemment fait de la part des auteurs, qui sont Ramsel Esterberg donc, et Nicolas Arcel. Nicolas Arcel qui avait donc écrit Miséricorde et donc là qui co-écrit Profanation, toujours adapté des romans de Jussi Adler-Olsen. Et donc de ce point de vue-là, au niveau de l'écriture, on est sur quelque chose de beaucoup plus glauque et de beaucoup plus haletant, on va dire. Quand le premier était intense, le deuxième est beaucoup plus haletant puisqu'il réside vraiment sur un ensemble de retournements de situation que le premier n'avait pas forcément. Là ici, les retournements de situation sont très intelligents parce que ils vont constamment nous maintenir en tension dans un film qui est beaucoup plus long que celui télé. Là, on est sur quelque chose qui dure 2 heures, tandis que le premier film qui était télé durait 1h30. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus long, de beaucoup plus fouillé, et surtout qui se recherche beaucoup plus dans ses thématiques. Dans le sens où c'est la noirceur de l'âme humaine qui est traitée ici, mais pas n'importe quelle noirceur, celle profonde, celle qui pue chez l'être humain, c'est qui se sent à 10 km à la ronde, et celle qu'on aimerait bien éviter de croiser tous les jours. Cette noirceur, elle est très bien faite, parce que les personnages secondaires sont magnifiquement écrits. Donc évidemment on retrouve Karl, le personnage central qui est toujours très bien écrit, son acolyte, sa secrétaire, qui sont un petit peu les sidekicks rigolos mais qui vont l'aider à avancer dans son enquête. De ce point de vue là, ils sont très bien écrits ces deux personnages parce qu'ils se complètent énormément, dans le sens où dans le premier c'était vraiment le personnage du sidekick rigolo qui aidait Karl. Là dans le sens où il y a cette secrétaire et le sidekick rigolo, ça apporte un petit peu plus d'équilibre on va dire au niveau de l'équipe, et ça apporte un petit peu plus de rythme au niveau de la manière dont est foutue l'enquête, dans le sens où la secrétaire va passer un truc au sidekick qui va le passer à Karl, et Karl va le passer le truc au sidekick qui va le refiler à Karl, etc. Ça donne des petits jeux de boomerang plutôt intéressants, et donc de ce point de vue là ça permet de donner beaucoup plus de tension et de rythme à certaines scènes. Au niveau de l'écriture des personnages secondaires, on est vraiment très bien fait, puisque donc on suit plusieurs narrations, on en suit 4 très clairement. C'est donc celle de Karl, celle de Kimi aujourd'hui, celle de Kimi en 94, et celle du méchant on va dire, et comprendre pourquoi est-ce qu'il a agi comme ça. Et donc de ce point de vue là, c'est vraiment très bien foutu, puisque ces 4 narrations qui se suivent de près ou de loin permettent de donner beaucoup de rythme au métrage, et beaucoup plus de puissance narrative, dans le sens où on fait un petit jeu de boomerang entre chaque séquence et entre chaque narration, et donc de ce point de vue là ça apporte vraiment beaucoup de rythme et beaucoup plus de tension que ce qu'on pouvait imaginer. Au niveau de la mise en scène, donc c'est toujours Mikael Norgard qui s'y colle, et donc lui il maîtrise vraiment bien son style, mais là encore plus loin, puisqu'il a compris que ce film là devait être un film sale. Donc résultat, il conçoit son long métrage comme quelque chose de vraiment noir, de vraiment sombre, et il arrive à travailler sa photo avec énormément d'élégance. Dans le sens où sa photographie ici est vraiment dans l'hommage à Fincher. On sent très clairement dès le début qu'il a été fasciné par le Millennium de Fincher, et donc qu'il va se sentir obligé de retranscrire une partie de sa mise en scène. C'est pas du copier-coller, c'est pas du plagiat, c'est juste une inspiration. Et de ce point de vue-là, c'est très bien fait, puisque les jeux de lumière et les jeux de couleurs sont très bien conçus, dans le sens où il sait qu'il va pas pouvoir jouer avec les steppes nordiques de la Suède,
Donc il va jouer la carte d'épurer le plus possible les environnements pour les rendre limite glaçants d'effroi. Et il y a un très joli jeu notamment avec la nuit sur les couleurs orange et noir qui est très 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 bien fait. Et donc de ce point de vue-là, on est vraiment sur une mise en scène qui est beaucoup plus sombre. Et dans son traitement, Norgard va mettre beaucoup plus en avant la noirceur de l'âme humaine dans ce film-là, dans le sens où il n'y a pas une lueur d'espoir. C'est-à-dire que la fin de l'enquête, littéralement, sans trop en raconter, elle montre bien qu'il n'y a pas moyen de laisser de la place à la justice dans ce monde-là. La seule justice qu'il y a, c'est celle de l'être humain face à lui-même, donc la justice du plus fort. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment intéressant parce que le film est beaucoup plus noir, beaucoup plus glauque, beaucoup plus malsain, et ça renforce vraiment l'impact que ça a sur le spectateur. De ce point de vue-là, c'est vraiment très très bien conçu. Au niveau du casting, donc on retrouve quasiment les mêmes personnages, c'est-à-dire Nicolas Lickaas donc dans le rôle de Karl, qui est vraiment excellent toujours. Lui, il impose vraiment une interprétation magique. Ici, un petit peu plus fouillé dans le sens où il y a un travail avec la relation père-fils. Donc de ce point de vue-là, c'est très intéressant. On retrouve toujours Fares Fares dans le rôle du sidekick, qui lui est très bien, même si dans ce film-là, il est un petit peu plus relayé au second plan, mais il arrive toujours à poser une interprétation qui est vraiment impressionnante. Au niveau du casting secondaire, on est sur quelque chose d'assez intéressant, puisqu'on a donc, on va dire, une recherche plutôt bien fouillée, dans le sens où il y a deux actrices qui vont camper le même personnage, mais donc l'une vieille et l'une jeune. Danissa Kursik, qui va camper Kimi aujourd'hui, qui a une interprétation vraiment subtile, vraiment élégante, et donc Sarah Sophie Boussina qui la campe quand elle était jeune, donc en 94. Les deux interprètes se complètent vraiment bien dans le sens où elles ont des interprétations qui sont à la fois proches, mais en même temps très éloignées, et ça rend leur personnage vraiment captivant et vraiment très différent. Et donc de ce point de vue-là, ça renforce l'impact que celle-ci doit avoir sur le spectateur. Donc dans l'ensemble, Profanation est un très bon polar, vraiment très bien foutu dans le sens où il est noir, dans le sens où il est glauque, dans le sens où il est sombre, et qui est vraiment très très bien conçu, donc qui vaut largement le coup en salle. Et au niveau de l'ensemble des deux films, les deux films se complètent très bien dans le sens où ils ont des ambitions totalement différentes, mais surtout dans le sens où quand l'un pose les bases, le deuxième les complète très bien. Et donc ces deux films arrivent très bien à se coupler ensemble et donc à former un duo qui est complet, qui est intelligent et dont les deux films peuvent se regarder totalement indépendamment et donc à chacun avoir leurs qualités et leurs défauts sans pour autant faire sujet d'une comparaison, et donc de ce point de vue là c'est vraiment très très bien foutu. Donc oui, Michael Norgard a réussi quelque chose de très intelligent en adaptant ces deux films en deux volets totalement indépendants, et ça rend vraiment bien. Après, l'idée de le sortir un en VOD et l'autre en salle, c'est pas forcément la meilleure des idées, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais donc voilà, Profanation en tout cas de Michael Norgard, c'est un film à voir en salle, ça vaut largement le coup. A plus!